Live. Bonjour à tous. On va attendre encore une petite minute que les retardataires arrivent. Est-ce que vous nous entendez bien? Super. Génial. Léo, tu veux faire un test son pour savoir si on t'entend bien? Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Génial. Je vois qu'on est presque 14 000 en live. C'est cool. C'est génial de tous vous avoir. Alors moi, c'est Martin. Je travaille dans l'équipe marketing de Binance France. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Léo, qui est de la chaîne CoinStation. Et Léo, je vais laisser te présenter. Et merci à Binance déjà de m'inviter à cet événement. Donc, comme a dit Martin, je m'appelle Léo. Ma chaîne, c'est CoinStation. Donc, je suis principalement sur YouTube. J'ai également un compte Twitter, un TikTok et un Instagram. Et le but de ma chaîne, c'est de vulgariser toutes les technologies liées au Web3. Et donc, moi, j'aime plutôt parler de la technologie et de l'utilité. Et j'ai également un cours en ligne qui parle des bases de l'investissement en crypto. Et je fais aussi du consulting pour les entreprises. Trop cool, trop cool. Alors, déjà, je vous invite tous à aller voir la chaîne de Léo, CoinStation sur YouTube. Allez vous abonner, c'est top. On l'a invité parce qu'il est super carré, super fort et on le voit très souvent. Donc, ça fait plaisir que tu sois là. Merci beaucoup. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment simplifier au maximum The Merge, comprendre quelles sont les implications pour vous sur Binance, tout simplement, et qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de la blockchain, de la crypto. C'est un événement majeur. Donc, Léo va nous aider à simplifier ça, à vulgariser ça et à faire comprendre à tout le monde, à toute la communauté, qu'est-ce qui nous attend. C'est parti. Top. Bah, du coup, donc The Merge, c'est un événement sur Ethereum qui va arriver dans 2 jours, donc le 15 septembre. Et je vais partir d'un exemple, je pense une image où tout le monde va pouvoir un peu mieux comprendre ce que c'est. Je vais partir de l'exemple d'une locomotive à vapeur. Cette locomotive, en fait, donc elle est un petit peu ancienne, elle avance pas forcément très très vite. Au niveau de l'environnement, c'est pas forcément le top. Et l'idée, donc cette locomotive à vapeur, vous avez dû deviner, c'est Ethereum. Et l'idée, c'est de changer le moteur pendant que cette locomotive continue à avancer et de changer en fait le moteur à charbon pour mettre un nouveau moteur flambant neuf électrique. Donc l'idée, c'est de changer ce moteur pendant que la locomotive continue d'avancer. Donc c'est quelque chose de très périlleux, de très compliqué. Et c'est ce c'est ce que va faire Ethereum le 15 septembre, si tout se passe bien. Et donc voilà, en fait, l'idée, c'est que l'ancienne locomotive à vapeur, c'est le Proof of Work. Et ce nouveau train en fait électrique, c'est le Proof of Stake. Donc, pour rentrer dans le détail un petit peu plus, le Proof of Work et le Proof of Stake, ce sont tous les deux des protocoles de consensus. Et du coup, un protocole de consensus, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de se mettre d'accord sur les transactions valides et inscrire ces transactions sur la blockchain de manière décentralisée et donc sans tiers de confiance. En fait, il faut vraiment voir ça comme juste un logiciel qui permet de se mettre d'accord sur les transactions qui vont être validées sur la blockchain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, un peu technique, à la fin, il y aura un Q&A. Et donc, le Proof of Work, donc vous avez sûrement déjà entendu, c'est le même mécanisme qu'avec Bitcoin. Et donc, dans le Proof of Work, il y a des mineurs qui vont résoudre des énigmes mathématiques très complexes avec des gros ordinateurs qu'on appelle des ASIC. Donc, c'est dans des fermes de minage. Et donc, ça, c'est une manière, en fait, de se mettre d'accord sur les transactions qui sont valides et de les inscrire sur la blockchain. Et donc, le Proof of Work, c'est quelque chose qui a plus d'ancienneté, parce que du coup, c'est utilisé par Bitcoin depuis 2009. Donc, on va dire qu'il est potentiellement plus robuste que le Proof of Stake parce qu'il est plus reconnu dans la durée, mais il a un défaut, c'est qu'il est très énergivore. Et donc, Ethereum, en fait, souhaite donc passer du Proof of Work au Proof of Stake pour permettre à Ethereum en fait, de consommer 99,95% d'énergie en moins. Et donc, le Proof of Stake, c'est pareil. L'idée, c'est de pouvoir valider des transactions. Et dans le Proof of Stake, il n'y a pas des mineurs, mais il y a des validateurs. Et donc, un validateur, en fait, c'est quelqu'un qui va donc staker ses crypto-monnaies pour permettre de sécuriser le réseau et de valider les transactions. Pour donner un petit exemple un
un peu plus parlant, en fait, c'est un petit peu comme quand vous allez en vacances et que vous avez besoin de donner un chèque de caution quand vous louez une voiture. Et si vous utilisez la voiture de manière, voilà, pour respecter les lois, vous ne la cassez pas, etc., on vous redonne votre chèque de caution. Sur le Proof of Stake, c'est un petit peu similaire. C'est-à-dire que, en fait, quand on stake ces crypto-monnaies, c'est comme si on donne une sorte de chèque de caution virtuel et on dit je vais aider le réseau Ethereum à valider des transactions et je vais agir selon les règles d'Ethereum et je ne vais pas valider des mauvais blocs ou agir de manière malveillante. Et donc, dans le Proof of Stake, si jamais une personne décide voilà, d'être malveillant ou de vouloir endommager le réseau, il perd en fait ces crypto-monnaies qu'il avait stakées et du coup, comme avec l'exemple du chèque de caution, en fait, voilà, il perd une partie de ses cryptos. Donc ça, rassurez-vous, c'est uniquement si vous avez un node, vous avez 32 Ethers de staké, etc. Dans la plupart des gens utilisent justement, font confiance à un tiers pour staker leur crypto-monnaie et ces tiers, notamment Binance, il n'y a aucun problème. Binance va valider uniquement les bonnes transactions sur la Bitcoin Chain d'Ethereum et vous ne perdrez aucune de vos cryptos. Et donc, j'ai une question. Ouais. Donc, quel est le risque, par exemple, de staking quand on utilise des nodes comme Binance, par exemple? Si je suis un utilisateur lambda, quel est le risque réel pour moi de passer par Binance pour faire du staking? En fait, c'est juste c'est faire confiance à Binance. En fait, le problème qui peut arriver, c'est si jamais Binance a justement un problème avec ses nodes, Binance peut être slashé. Mais bon, je pense que vous avez clairement l'expertise pour faire marcher tout ça de la meilleure manière. Donc, pour un utilisateur, voilà, il y a très peu de risques. Et donc, justement, pour récompenser les personnes qui vont staker, qui vont bloquer leur crypto-monnaie, il y a une récompense de staking. Jusqu'à présent, elle est de 4%. Et après The Merge, elle passera à 6%. Ok, donc elle passe à 6% après The Merge. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, pourquoi est-ce que Ethereum effectue The Merge et passe du Proof of Work au Proof of Stake? C'est pour, en fait, c'est pour permettre de faire évoluer les réseaux. Parce que pour qu'Ethereum devienne beaucoup plus rapide et puisse processer, l'idée c'est de processer 100 000 transactions par seconde, il ne peut pas faire ces améliorations s'il reste avec le Proof of Work. Il pourra uniquement faire ces améliorations pour être beaucoup plus rapide avec le Proof of Stake. Donc, le Proof of Stake, en fait, c'est la première brique qui permettra à Ethereum de devenir un monstre et de processer énormément de transactions. Okay. Voilà. Et donc, pareil, si vous avez des questions, il y a des choses pas claires, n'hésitez pas, je pourrais répondre à On a déjà une question d'un des membres de la communauté, mais je pense que tu vas y répondre par la suite. Ouais. Est-ce que je pourrais récupérer mes Ethereum, du coup, après, si le merge a bien lieu, donc demain, est-ce que je pourrais récupérer les Ethereum que j'ai mis en staking directement ou pas? Alors, non, pas tout de suite. Ça viendra dans 6 à 12 mois avec une mise à jour appelée Shanghai. En fait, l'idée, c'est que The Merge, voilà, ça se passe, qu'il n'y ait pas de vague et que progressivement, on puisse enlever ces Ethers stakés et que ça se fasse de manière très progressive pour pas qu'il y ait tout le monde en fait, qui le fasse d'un coup. Donc, en fait, ça se fera à la mise à jour Shanghai dans 6 à 12 mois. Et le moment d'enlever, vous pouvez rapatrier, retirer vos Ethers stakés, vous pourrez partir tout d'un coup si vous avez des grosses sommes. Ça va se faire de manière progressive. Ok. Et quand tu parlais de 6% sur le staking, j'ai un membre de la communauté qui se demande si c'est 6% en annuel ou c'est 6% en mensuel. C'est en annuel. Ok. Très bien. Est-ce que tu veux continuer en nous expliquant ce que c'est Surge, Verge, Purge, Splurge, tout ça en simple? Carrément. Alors du coup, c'est des noms, voilà, des noms qui ont été inventés par Vitalik Buterin, donc le fondateur d'Ethereum. Et donc, en fait, l'idée, voilà, c'est que The Merge, c'est, voilà, comme je disais, c'est la première brique vers le futur d'Ethereum. Et donc, The Merge, selon Vitalik Buterin, c'est, aujourd'hui, on est à 40% de la version finale d'Ethereum. Donc, on est en fait sur une sorte d'Ethereum encore, on va dire, dans ses débuts. Et après The Merge, selon Vitalik, on arrivera à 55% de la forme complète d'Ethereum. Et donc, les prochains steps, c'est The Surge. Donc, The Surge, en fait, ça apportera le sharding à Ethereum. Donc, pour expliquer de manière très simple, le sharding, en fait, en français, c'est le partitionnement des données. Donc, ça veut dire qu'au lieu de stocker absolument
toutes les données de la blockchain, donc toutes les transactions qui ont été faites sur le réseau Ethereum depuis sa création en 2015. On va partitionner la blockchain en 64, on va les appeler des sous-blockchains. Et en fait, il y aura une petite partie des données qui va être stockée sur tous ces shards. Et ça, bon, en fait, c'est juste pour rendre la blockchain beaucoup plus efficiente et voilà, permettre à la blockchain de processer des transactions de manière beaucoup plus rapide. Et aussi, l'avantage du sharding qui arrivera à peu près en 2023, donc au moment du surge, c'est qu'on pourra faire tourner un client Ethereum sur son téléphone mobile. Donc, il n'y aura plus besoin d'avoir un gros ordinateur pour, par exemple, devenir validateur ou être juste client Ethereum. On pourra justement stocker une blockchain qui est beaucoup plus petite et ça démocratisera aussi Ethereum et tout le monde pourra faire tourner Ethereum sur son téléphone. J'ai une question aussi d'un membre de la communauté qui est donc, tu expliques que Ethereum passe de Proof of Work à Proof of Stake. Et donc, en Proof of Work, on a les mineurs d'Ethereum notamment qui participent à la sécurisation du réseau. Qu'est-ce qui va advenir en fait de ces mineurs? Est-ce qu'ils sont encore rentables? Qu'est-ce qui va advenir de ces gens en fait? Alors, du coup, il y a pas mal de… Enfin, on ne sait pas encore exactement, on le verra justement après The Merge, mais il y a des rumeurs. En fait, il y a une partie justement des mineurs qui ont investi dans ce matériel et qui veulent continuer à miner un fork de la blockchain Ethereum. Et donc, c'est une enfin, j'en parlerai un petit peu après dans les scénarios possibles. C'est une justement des choses possibles, c'est qu'il y ait deux blockchains en fait, un petit peu comme avec notre exemple avec le train, comme si finalement il y avait deux voies et que le train se séparait en deux, quoi. Il y avait des wagons qui allaient à gauche et à droite. Et donc là, dans ce cas-là, donc il y aura la blockchain Proof of Stake qui aura le même historique de toutes les transactions jusqu'au moment du merge. Et ensuite, il y aura des transactions qui vont être validées en Proof of Work qui vont être différentes des transactions validées sur la blockchain Ethereum, la vraie, entre guillemets, en Proof of Stake. Voilà. Donc, bon, j'expliquerai un petit peu plus en détail ce que c'est qu'un fork un petit peu après. Et du coup, je passe juste à l'étape suivante. Donc, on a dit que The Merge, là, c'était le 15 septembre 2022. Ensuite, l'étape d'après, c'est The Surge en 2023, qui fera que voilà, on aura une blockchain beaucoup plus rapide. Ensuite, là, on n'a pas de date, mais The Verge, en fait, on passe de la technologie des Merkle Tree au Verkle Tree. Donc, bon, je ne vais pas entrer dans le détail parce que voilà, c'est hyper compliqué. Mais en gros, c'est une manière de hacher les transactions qui va être plus efficace. En fait, à chaque fois, c'est toujours se dire on veut que la blockchain soit de plus en plus rapide. Donc, on va chercher à compresser les données, on va chercher à minimiser la quantité de données nécessaires pour faire tourner la blockchain. Voilà. En fait, c'est des manières différentes de rendre la blockchain plus rapide. Okay. Et ensuite, on a The Purge. Donc là, il n'y aura plus besoin de stocker tout l'historique de la blockchain Ethereum pour la faire tourner. Et ensuite, The Splurge. Donc là, c'est juste pour dire, voilà, il y aura encore des choses qui vont arriver, mais il n'a pas donné, en tout cas, Vitalik Buterin, il n'a pas donné de détails sur The Splurge. Voilà, c'est juste un petit… Donc ce Splurge, on ne sait pas, c'est un mystère encore. Voilà, c'est un mystère, mais c'est pour dire, voilà, ça va continuellement, il y aura continuellement de l'amélioration. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que The Surge, The Verge, The Purge, The Splurge, le but, c'est de réduire la taille de la blockchain pour la rendre plus rapide. OK. Voilà. Et au début, tu parlais de consommation d'électricité, Proof of Work, Proof of Stake, et aussi l'attrait des investisseurs institutionnels par rapport à l'empreinte carbone en fait, de la blockchain. Est-ce que tu peux un peu rentrer plus en détail de ce côté-là? Ouais. Du coup, forcément, il y a quand même un narratif aujourd'hui qui est d'avoir le moins d'empreintes sur l'environnement possible. Donc, c'est tout à fait possible que, oui, après The Merge, il y ait, on va dire, graduellement une vague d'investisseurs institutionnels qui se disent, au lieu d'investir dans le Bitcoin, qui est un petit peu, on va dire, pas environment friendly, même s'il y a quand même des débats là-dessus, parce que le Proof of Work, oui, il consomme de l'électricité, mais il apporte énormément de valeur. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, voilà, le Proof of Stake, je pense que ce sera beaucoup plus simple pour des entreprises d'investir dedans parce qu'il y aura un peu le côté Ethereum est une blockchain green qu'il n'avait pas jusqu'à présent. OK. Et, voilà pour la question. Et il y a différents scénarios possibles qui vont se mettre en place. Notamment, les gens entendent beaucoup parler de fork. Donc, tu dis qu'il y a deux trains qui se séparent. Donc, il y a plusieurs blockchains qui vont se créer. Et il y a même beaucoup de potentiels forks. En fait, fork, c'est fourchette en français. Hein, donc, c'est différentes manières de continuer la blockchain. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur
quels sont les scénarios qui seraient possibles après The Merge? Bien sûr. Donc, le premier scénario, qui est, je pense, le moins probable, c'est que The Merge échoue. Donc, soit le réseau s'arrête ou continue, mais il y a eu un bug et ça continue comme avant en Proof of Work. Donc, je sais que toute l'équipe d'Ethereum a fait énormément de tests et du coup a fait que décaler The Merge pour vraiment que ce soit sûr qu'il n'y ait aucun problème. Donc, je pense que c'est vraiment un scénario qui est quasiment impossible. Mais bon, je note quand même. Donc, ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est The Merge réussi. Voilà, il n'y a aucun fork. Tout se passe, on va dire, comme prévu et il n'y a pas de fork. Et le troisième scénario, qui, je pense, a quand même pas mal de chances d'arriver, c'est justement qu'il y a un fork. Et comme je le disais avec l'exemple de la locomotive, c'est qu'en fait, voilà, les deux blockchains partent dans deux directions séparées. Et en fait, donc, je réexplique un petit peu, mais l'historique de 2015, de toutes les transactions vont rester les mêmes. Et c'est juste à partir du moment du fork où il y aura en fait des transactions différentes qui vont être inscrites sur, on va l'appeler la blockchain Ethereum et la blockchain Ethereum Proof of Work. Voilà. Et donc, juste ah oui. Et oui, ce qui est important de comprendre, c'est que si il y a un fork qui arrive, normalement, vous aurez sur votre wallet des Ethers et des Ethers Proof of Work. C'est-à-dire que si vous aviez dans votre wallet 2 Ethers, vous aurez aussi 2 Ethers Proof of Work. Mais attention, la valeur de ces Ethers Proof of Work, elle peut être que de quelques pourcents de la valeur on va dire, du vrai Ether. Donc voilà, c'est une des possibilités. Et juste pour la petite anecdote, en fait, il y a déjà eu un fork du réseau Ethereum. Ça s'est passé en 2016. Et en fait, il y a eu un hack de la blockchain Ethereum qui s'appelait un hack d'un protocole qui s'appelait the DAO pour Organisation Autonome Décentralisée. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un gros débat et Vitalik, il a dit moi, en fait, je veux avoir une action manuelle sur la blockchain Ethereum et on va enlever en fait la transaction qui était frauduleuse, qui était le hack. Et en fait, de là est né Ethereum classique. Ethereum classique, en fait, c'est un fork d'Ethereum qui date de 2016 où ils se sont dit non, nous, on n'est pas d'accord. On ne veut pas qu'il y ait d'êtres humains qui puissent modifier ce qui a été écrit sur la blockchain. Et ça, c'est Ethereum classique. Et Ethereum, celui qu'on connaît, en fait, le Ethereum normal, c'est la blockchain avec justement ce changement fait à la main pour enlever cette transaction frauduleuse. Donc voilà, ça a déjà existé dans le passé et c'est possible justement qu'il y ait un troisième fork. Mais c'est pareil avec Bitcoin, en fait. Il y a Bitcoin, le vrai, entre guillemets, il y a Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Enfin, il y a plein de forks déjà sur plusieurs blockchains. Et notamment, ce qu'on peut voir, c'est que le prix d'un Ethereum classique n'est pas du tout égal au prix d'un Ethereum. Tout à fait, c'est ça. Vu qu'il y a eu en fait, l'écosystème sur Ethereum classique est beaucoup plus petit que l'écosystème sur Ethereum, l'Ethereum normal. Bah voilà, son prix en fait est beaucoup plus bas. Donc voilà, dans le cas en fait, on peut avoir en fait une sorte de Ethereum Proof of Work qui soit une sorte qui cohabite avec le Ethereum classique à des niveaux beaucoup plus bas que le Ethereum, le vrai entre guillemets. Est-ce que le coût de l'Ethereum actuel peut changer radicalement après ou avant le merge? J'aimerais bien que tu expliques un petit peu cela, parce qu'on va y revenir, mais ouais. On parle de la volatilité qui peut aussi advenir autour de ce grand changement. En fait. Bah, c'est vrai que je pense que c'est possible qu'il y ait de la volatilité parce que c'est un événement où il y a pas mal de gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Donc, c'est un moment assez crucial pour Ethereum. Là, je sais que depuis les derniers mois, il y a eu quand même pas mal d'engouement justement avec ce narratif de The Merge. The Merge, ça va révolutionner, etc. Donc, on va dire, voilà, il y a peut-être une légère bulle, mais voilà, je peux pas prédire du tout l'avenir. Si ça se trouve, c'est pas le cas. Donc là-dessus, j'ai pas forcément. C'est possible qu'il y ait de la volatilité, mais j'ai entre guillemets, j'ai pas. Je pense que très peu de gens ont les clés pour prédire l'avenir. Et voilà. En tout cas, j'y reviendrai à la fin peut-être sur cette partie volatilité, sur un peu les stratégies à mettre en place au niveau de son investissement pour essayer de lisser cette volatilité possible. Ok. On voit qu'il y a plein de questions dans le chat. On les prend tous en note. Je les ai écrites et on les reprendra à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Et notamment, qu'est-ce qui va se passer sur Binance? Est-ce que vous avez besoin de vous faire des actions?
oui, non, et on va vous expliquer. Mais on va laisser Léo continuer, notamment avec les fausses idées reçues. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, donc, je sais que voilà, ça va peut-être répondre à certaines de vos questions. Donc, la première fausse idée reçue, c'est qu'il y a quelque chose à faire avant de merge pour, je sais pas, ne pas perdre ses Ethers. Donc, c'est faux. Il n'y a absolument rien à faire. C'est-à-dire que the merge se fait tout seul. Vos Ethers, vous les laissez où ils sont, qu'ils soient sur un hardware wallet, sur un wallet, sur Binance. Voilà, vous les laissez et il n'y a pas d'action particulière à effectuer. Ils sont en sécurité, ils ne bougeront pas. La deuxième idée reçue, c'est que the merge va réduire les frais de gaz. Donc ça, c'est faux aussi. The merge, c'est juste le passage du proof of work au proof of stake. La réduction des frais de gaz, elle arrivera justement plus tard avec le sharding qui va permettre à la blockchain d'être beaucoup plus rapide. Et, voilà. Et donc, la troisième fausse idée reçue, c'est que, voilà, enfin, c'est un peu lié aux frais de gaz, c'est que les transactions seront beaucoup plus rapides après the merge. Ça, c'est faux aussi. Pour la même raison que les frais de gaz, ça arrivera plus tard avec le sharding. Ensuite, j'avais commencé à y répondre, le fait qu'on puisse retirer ses Ethers stakés sur la Bitcoin Chain juste après the merge, ça, c'est faux aussi. Les Ethers qui sont stakés depuis 2020 ou 2021 sur la Bitcoin Chain d'Ethereum, on pourra les retirer quand, je crois que c'est entre mars 2023 et septembre 2023. Donc 6 à 12 mois en fait après the merge, avec la mise à jour qui s'appellera Shanghai. Et juste cette mise à jour, elle n'a pas encore de date précise. Donc voilà, c'est connaissant un petit peu l'équipe d'Ethereum, ça sera peut-être en fait que fin 2023 ou début 2024 pour être sûr à 100% que tout est bien ficelé et qu'il n'y aura pas de souci. C'était 1, 2, 3, 4. Cinquième fausse idée reçue, c'est qu'on pourra justement retirer tous ces Ethers dès la mise à jour Shanghai. C'est faux aussi, ce sera fait de manière très graduelle avec des couches successives, un peu comme du vesting, où justement, voilà, on ne va pas Pourquoi pouvoir… est-ce qu'ils mettent ça en place, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils En fait, mettent… c'est une bonne question. Ouais. Ils mettent ça en place parce que si, je sais pas moi, si tout le monde veut retirer tout d'un coup, ça peut faire chuter le prix de l'Ether et faire effet boule de neige où tout le monde s'inquiète, se demande mais qu'est-ce qui se passe, et avoir des conséquences assez néfastes pour l'écosystème Ethereum. Donc l'idée, voilà, c'est de faire ça petit à petit, graduellement, comme ça, voilà, les gens pourront tout retirer s'ils veulent, mais juste que ça se fasse dans le calme et pas dans la panique où voilà, ça pourrait créer voilà, des choses négatives pour Ethereum. Et la dernière fausse idée reçue, c'est que the merge entraînera l'arrêt de la blockchain Ethereum. C'est faux. Elle va continuer, voilà, elle va continuer comme d'habitude. En fait, pour un utilisateur qui n'a jamais entendu parler du merge de sa vie, il ne verra pas de différence, quoi. Donc, voilà. Okay. Et donc, du coup, sachant ce que tu viens de nous expliquer, est-ce qu'il y a une manière de se préparer au merge? Quelles sont les best practices? Est-ce qu'il y a des astuces particulières? Alors, donc déjà, ce qu'il faut comprendre, enfin, là, on va parler plus d'un point de vue, on va dire, investisseur ou d'un point de vue économique. C'est qu'il y a plusieurs forces en jeu. Il y a des forces qui sont positives et d'autres qui sont négatives. Donc, on a parlé du fait que Ethereum allait être éco-friendly. Donc, ça, c'est quelque chose de positif par rapport à la blockchain Ethereum. Et du coup, potentiellement, les investisseurs institutionnels vont vouloir investir dans Ethereum. Après, un point aussi important à souligner, c'est que le nombre d'Ethers mis en circulation va diminuer. Il va passer de 13 500 par jour à peu près 1500. Donc, ça veut dire que c'est un peu… On appelle ça comme un triple halving, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, l'Ether va devenir tout d'un coup plus rare parce qu'il y en aura moins qui sera mis en circulation. Comme je l'avais dit aussi, l'APR va augmenter de 50%. Donc jusqu'à aujourd'hui, il est donc le taux annuel en fait de retour sur investissement quand on stake ses Ethers, il est de 4%. Et après le 15 septembre, après the merge, il passera à 6%. Donc peut-être graduellement, je ne sais pas s'il passera tout d'un coup à 6%, mais voilà, c'est l'idée dans les prochaines semaines. Il est mis à 6% pour incentiver, pour donner envie à des personnes de devenir validateurs, ou tu sais s'il y en a… Exactement, c'est ça. Devenir validateur ou alors prêter, on va dire, ses Ethers à un validateur pour recevoir des rewards.
Ok. Et Et quand tu deviens un validateur ou quand tu mets tes Ethers en staking, tu n'es pas obligé d'être un node, voilà, c'est ça? Tu n'es c'est pas ça. obligé d'avoir 34 Ethers. Et est-ce que dans la nouvelle version Proof of Stake, Mhm. il est aussi nécessaire d'avoir 34 Ethers pour être un node où il y a le palier change en fait? Ce sera la même chose. Il faudra 32 Ethers pour pouvoir devenir un node et valider des transactions sur la blockchain Ethereum et du coup recevoir des rewards. Donc en fait, l'idée, c'est que ceux qui ont ces 32 Ethers, qui est une somme quand même assez importante, même très importante, ils vont recevoir, on va dire, peut-être voilà, c'est 6% de retour sur investissement par an. Et si on fait confiance à, par exemple, Binance pour gérer eux-mêmes les nœuds et valider eux-mêmes les transactions sur Ethereum, on recevra un petit peu moins parce que voilà, Binance prendra un petit pourcentage. Mais du coup, nous, en tant qu'utilisateurs, on va dire lambda, qui n'ont pas ces connaissances pour pouvoir faire tourner un node, voilà, c'est quand même super de pouvoir avoir peut-être 5, je sais pas, entre 5,5 et 6% de récompense de staking. Ok. Et, et voilà. Et après, donc toujours sur cette partie un petit peu, après j'y viendrai sur vraiment le détail de comment s'y préparer concrètement. Mais donc là, on a en fait un point de vue assez positif sur Ethereum et maintenant quelque chose d'un peu plus négatif pour finalement peser dans la balance et avoir quelque chose de un peu plus équilibré. C'est le fait qu'aujourd'hui, les chiffres viennent juste de tomber là, il y a quelques heures. On est toujours à des taux d'inflation très élevés aux États-Unis. Il était prévu, je crois que le mois d'août, ce soit, même j'en suis sûr, il était prévu qu'il y ait 8,1% d'inflation aux États-Unis au mois d'août 2022. Et aujourd'hui, on est à en fait 8,3. Donc, ça veut dire que l'inflation est supérieure à ce qui était prévu. Donc voilà, elle est quand même en baisse par rapport à juillet. Au mois de juillet, c'est 8,5% d'inflation. Donc ça baisse, mais ça se maintient quand même à des niveaux très élevés. Donc ce n'est pas forcément un signal positif pour l'économie dans son ensemble. Et finalement, il ne faut pas oublier que les crypto-monnaies, même si Ethereum, c'est quand même une très grosse crypto-monnaie, hein, voilà, une sorte de dinosaure un peu des cryptos, c'est quand même vu comme un actif très, très risqué par la plupart des investisseurs et qu'aujourd'hui, ils préfèrent se réfugier dans le dollar, bien sûr, et aussi, mais à moindre mesure, dans l'or, le pétrole, l'immobilier, qui sont vus comme des actifs moins risqués. Donc, il ne faut Et pas en oublier passant, Léo, ce que tu rappelles est très important. Et au début, j'ai pas eu le temps de le dire parce qu'on est parti directement à l'attaque. Mais il fallait vraiment qu'on passe au moins une petite minute sur un avertissement des risques pour tous les utilisateurs. Donc, si vous voulez bien, je vais juste lire ça pour que les personnes soient à même de prendre leurs propres décisions. Donc, les prix des actifs numériques sont soumis à un risque de marché élevé et une volatilité des prix. Donc, c'est ce que tu disais, Léo. La valeur de votre investissement peut se baisser ou augmenter et vous ne pouvez pas récupérer le montant investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Vous ne devez investir que dans des produits qui vous sont familiers et dont vous comprenez les risques. Vous devez examiner attentivement votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque, et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ceci ne saurait constituer ni un conseil en investissement, ni une incitation ou une recommandation à opérer sur tout actif numérique. Pour plus d'informations, veuillez consulter les conditions d'utilisation et notre avertissement sur les risques. Donc, je voulais juste placer ça, comme tu parles de risques, et on est aussi dans le milieu de la crypto qui est un milieu très volatile. Je voulais faire un petit rappel en passant. Mais continuons maintenant. C'est très, très important. Voilà, on n'est pas des conseillers financiers et comme on dit dans le milieu, do your own research. Voilà. Donc, Faites vos merci. propres recherches. C'est super important de faire ce passage. Et donc voilà, donc, pour reprendre, on est dans un contexte économique, on va dire, assez morose au global, quoi. Donc, faut pas oublier ça. Et aussi, il peut y avoir une baisse du prix de l'Ether, justement, avec des liquidités qui vont être sur le potentiel fork. Donc, c'est possible, je ne sais pas, moi, peut-être qu'il y a des gens qui vont, 10% de la communauté va se dire, nous, on préfère mettre nos liquidités sur le fork et 90% rester sur Ethereum. Donc, voilà, il peut y avoir une légère baisse à cause de ça. Juste, bon, il y a très peu de chances que ça arrive, mais
the merge peut potentiellement échouer. Mais voilà, c'est une chance très, très faible, mais je le note quand même. Et quelque chose aussi qu'on ne sait pas, c'est que peut-être que le proof of stake peut fonctionner un petit peu moins bien que le proof of work. Et ça, on verra ça dans quelques années, quoi. C'est à noter aussi. Et il y en a pas mal aussi qui disent que the merge a déjà été pricé. Parce qu'il y a eu pas mal de FOMO, des gens qui disaient bah, c'est le moment, il faut investir tout de suite, il faut investir maintenant, après ça va exploser, machin. Donc il y a quand même eu un petit peu de hype autour d'Ethereum sur les dernières semaines. Et ce qui a fait justement, on va dire, monter plus le prix de l'Ether par rapport au prix du Bitcoin qui lui est resté assez stable. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. Donc en gros, pour résumer un peu le contexte économique, de manière micro, c'est une super chose quand même pour Ethereum, c'est une belle amélioration qui va permettre à Ethereum de devenir beaucoup plus rapide, beaucoup plus scalable dans les années à venir. Mais d'un point de vue macroéconomique, aujourd'hui, voilà, on a une inflation très haute, beaucoup d'instabilité économique. Donc et les cryptos, c'est quand même quelque chose de très risqué, très volatile. Donc moi, justement pour dire, une fois que j'ai un peu situé, on va dire, le contexte économique, la manière dont personnellement je m'y prépare, c'est que après, bien sûr, comme on l'a dit, ce n'est pas une incitation à l'investissement. Mais la manière dont moi, je m'y prépare, c'est que j'investis une petite somme tous les mois dans cette période basse pour justement essayer de lisser des éventuels moments de grosse volatilité avant the merge, après the merge, quelques mois après. Donc, je préfère investir une petite somme chaque mois. Je sais que Binance a justement une fonction de DCA. Donc, peut-être que Martin pourra vous en parler. Mais voilà, moi, je trouve que c'est quelque chose de très bien, justement, pour pas avoir des émotions trop fortes et faire n'importe quoi, en fait, avec ces cryptos. Et justement, il ne faut pas aussi oublier de diversifier un minimum son portfolio. Bitcoin, aujourd'hui aussi, est à des niveaux relativement bas. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un truc sur Ethereum en ce moment qu'il faut mettre toutes ces cryptos uniquement sur Ethereum. Voilà, c'est toujours bien de, bien sûr, faire ses propres recherches avant d'investir quoi que ce soit et de bien se connaître aussi, parce que chacun a une tolérance au risque différente. Chacun a des buts aussi financiers différents. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent rester sur 1 an, d'autres sur 10 ans. Moi, je fais partie des gens qui ont envie de rester dans l'écosystème crypto pendant longtemps, pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc voilà, c'est ma stratégie, mais il faut l'adapter par rapport à vos buts personnels. Très bonne conclusion. Mais ouais, c'est top. Et si vous voulez en savoir plus sur l'auto-invest, qui est ce dont parlait Léo tout à l'heure, on a fait un live dessus. Donc, on le remettra sur Twitter dans les prochains jours, si vous êtes intéressé. Et là, aujourd'hui, on va essayer vraiment de se concentrer sur The Merge, voilà, l'intérêt, de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est un événement majeur. Et notamment, la prochaine partie qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qui va se passer sur Binance, en fait, sur l'appli dans votre portefeuille, en fait, et à quoi s'attendre. Donc, c'est quoi l'impact sur Binance en quelques points simples pour résumer. Donc, la première chose qui est extrêmement importante de comprendre, et ça, Léo vous l'a rappelé tout à l'heure, c'est quand il y a des grands moments de changement, il y a de nombreux acteurs positifs qui travaillent ensemble pour que ça se passe bien. Binance, Ethereum, beaucoup de personnes, mais il y a aussi des acteurs négatifs qui vont essayer de vous voler, de vous arnaquer, etc. Donc, c'est la première chose qu'on met sur la liste, c'est attention aux arnaques. Vous allez voir beaucoup sur les réseaux sociaux, dans vos emails, peut-être des faux mails, vous demandant de valider une mise à niveau, d'envoyer vos Ethers, de récupérer plus d'Ethers, etc., etc. C'est du scam. C'est de l'arnaque pure et simple. Ne tombez pas dedans. Vous n'avez rien à faire pour changer vos Ethers. C'est très important, mettre un gros point là-dessus. Les utilisateurs Binance n'auront rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, les détenteurs de tokens Ethereum, après le merge, vont rester et vont apparaître en tant que ETH dans votre portefeuille. Donc, vous n'avez absolument rien à faire. Comme l'a dit Léo tout à l'heure, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du merge peut très bien continuer à vivre sa vie dans la blockchain de manière très sereine. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer en cas de fork? Donc, que va faire Binance en cas de fork? Ça va intéresser beaucoup de personnes, je pense. Et c'est assez simple, finalement. C'est si on est dans le cas, on parlait de plusieurs scénarios possibles tout à l'heure, si on est dans le cas où, en effet, il y a un fork, donc il y a la blockchain Proof of Stake qui continue, donc celle
que Binance a dit soutenir, et la majorité des gros exchanges a dit soutenir, et celle qui est prônée par Vitalik. Mais il y a aussi d'autres forks qui peuvent apparaître. Dans ce cas-là, le token de ce fork, donc la crypto de ce fork, elle va suivre un processus normal d'inscription d'une crypto sur Binance pour savoir si oui ou non elle peut être listée sur Binance. Donc ça va prendre quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être. Et les détenteurs d'un token Ethereum sur Binance recevront un token de ce fork s'il est listé sur Binance. Et s'il n'est pas listé sur Binance, vous aurez la possibilité de retirer les tokens de ce fork sur un autre portefeuille qui, par exemple, soutiendrait ce fork. Donc, pour résumer, vous n'avez rien à faire en tant qu'utilisateur Binance. Vous allez avoir les mêmes Ethereum sur votre compte après The Merge et avant The Merge. S'il y a un fork, donc s'il y a un token nouveau, il sera supporté sur Binance après un processus normal de listing. Donc, il sera vérifié par nos équipes de listing, analysé de fond en comble pour savoir si c'est un projet solide. Et vous allez récupérer des tokens de ce fork à même niveau que du nombre de terres que vous avez sur votre wallet. Si le token de ce fork n'est pas listé sur Binance, parce que Binance ne l'accepte pas, parce qu'il y aura certainement plein de forks, et bien vous avez quand même la possibilité de retirer ces Ethers du fork sur un autre wallet. Voilà. Ensuite, l'impact sur les produits Binance. Donc, si vous holdez des tokens Ethereum, la plupart des services Binance ne seront pas impactés par The Merge. C'est-à-dire que tout reste comme normal. C'est-à-dire que le staking reste comme normal, les produits sur Binance Earn restent comme normal, sur la card, tout va rester comme normal, à l'exception, évidemment, des services de minage d'Ethereum qui vont voir une interruption temporaire. Et notamment, il y aura une interruption temporaire sur les emprunts, les dépôts et les retraits d'Ethereum pendant la période du merge pour éviter qu'il y ait de problème. Voilà. Ensuite, sur Binance Earn, il y a le staking Ethereum 2.0. Notamment, vous pouvez gagner 4% d'intérêt comme en crypto, en token Ethereum, comme le soulignait Léo tout à l'heure. Donc, vous allez avoir la possibilité de, évidemment, convertir ces tokens BETH, donc Binance ETH, qui tokenise en fait un token ETH contre les ETH après le merge. Cependant, comme Léo l'a rappelé, ce n'est qu'après 6 mois, après la fameuse mise à jour Shanghai, que vous allez pouvoir retirer les Ethereum que vous avez stackés. Donc pour l'instant, si vous avez stacké des Ethereum sur ETH 2.0 sur Binance Earn, vous allez pouvoir convertir vos Ethereum BETH en ETH après le merge. Mais par contre, vous n'allez pas pouvoir retirer ces tokens puisque vous les avez stackés dans la blockchain Ethereum. Par contre, vous allez continuer à récupérer ce revenu passif, entre guillemets, de staking, puisque vous êtes en train de staker vos Ethereum sur la blockchain. Voilà. Et pour un rappel, donc ça, c'est quelque chose qui aussi n'a pas forcément été compris par la communauté ou qui a peut-être été mal expliqué. Donc, niveau vitesse, frais de gaz et stacking, il faut faire attention et bien comprendre ce qui va se passer. Pour le moment, les frais de gaz d'Ethereum, donc ce dont on parle depuis des mois et des mois, ne vont pas changer. Voilà. Donc, la mise à jour d'Ethereum en Proof of Stake ne va pas faire baisser drastiquement les frais de gaz que vous avez quand vous utilisez le réseau, en fait. Voilà. Par contre, ça va ouvrir la voie au sharding, comme disait Léo, et le sharding, grâce à une technologie complexe dont Léo a abordé rapidement le concept avant, cela va permettre dans le futur baisser de beaucoup les frais de gaz. Donc, c'est la même chose pour la vitesse du réseau, la vitesse de transaction. Elle va rester identique ou voire imperceptible si elle s'améliore. C'est vraiment de manière imperceptible pour l'utilisateur moyen. Et donc, ce ne seront plus les mineurs, mais les stackers de tokens Ethereum qui aideront à sécuriser le réseau. Voilà. Et donc, il faut garder à l'esprit que les stakers ne seront pas en mesure de retirer leurs Ethereum stackés pendant la période jusqu'à ce fameux changement Shanghai.
Voilà, donc ça, c'était la conclusion de tout ce qu'on vient de dire, et notamment les conséquences sur Binance. Qu'est-ce qui va se passer avec vos Ethers? Donc, surtout, vous n'avez rien à faire, ne vous faites pas avoir par la première arnaque sur Internet, et écoutez bien les conseils de Léo qui étaient très bons. Ensuite, on a listé énormément de questions de la part de toute la communauté, donc déjà, merci d'être tous là. On est 14 800 en live, donc c'est top. Je vous invite tous à aller vous abonner à la chaîne de Léo. Léo, on l'a appelé parce qu'il est ultra carré, il fait du bon contenu, et vraiment, je voulais te remercier, Léo, d'être venu pour nous expliquer. Moi, j'ai tout compris et je pense que c'était très clair. On va continuer à faire des lives avec plein d'influenceurs et on te réinvitera dans le futur, donc c'est un plaisir. Pour rappel, en ce moment, on a une offre. On va offrir un Ethereum à la communauté française, donc c'est une bonne occasion pour vous, les Français, de gagner un Ether. 10 personnes vont se partager un Ether, c'est hyper simple, il faut juste vérifier votre compte aujourd'hui jusqu'au lundi 26. Donc si vous vérifiez votre compte Binance, si vous passez le KYC, vous avez une chance de gagner une fraction d'Ether, donc un dixième d'Ether. Donc voilà, le lien de toute la description, comment s'inscrire à ce giveaway, c'est dans la description du live actuellement, et c'est aussi sur nos réseaux sur Twitter. Donc, maintenant, on va passer à la partie questions et réponses, et on va laisser Léo répondre à toutes vos questions. Donc, je vais commencer par la première. Vas-y. Du coup, c'est de Cryptosaur. Donc, nous ne pourrons pas récupérer nos Ethers, même après. Donc, ouais, on avait déjà répondu. Donc, si, on pourra les récupérer, mais ce sera après la mise à jour Shanghai. Et si tu as un énorme bac d'Ether, tu ne pourras pas tout retirer d'un coup, ce sera graduel. Ensuite, une nouvelle question. J'ai des Ethers sur ma ledger. Est-ce que je dois les rapatrier? Alors non. C'est une très bonne manière de stocker ces cryptos, ces Ethers. Tu n'as rien à faire, comme on le soulignait. Donc, si tu as des gens qui disent « Ah, il faut que tu rapatries justement tes Ethers, donne-les-moi ». Non, il n'y a rien à faire. Tu gardes tes Ethers sur ta ledger. Il n'y a aucune action à faire. Donc, ouais, annuel, 6% annuel ou mensuel. Donc, c'est 6% annuel. Ensuite, bonsoir. Avec The Merge, devrais-je me presser de payer ETH? Donc, je n'ai pas bien compris cette question. Est-ce que je dois acheter de l'Ethereum? La réponse est toujours la même, c'est nous, on ne peut pas te donner de conseils d'investissement. L'idée, c'est accumuler un maximum d'informations. C'est très bien que tu sois sur le live avec nous, que comme ça, tu t'éduques, tu comprends mieux où est-ce qu'on va, quels sont les mensonges, quelle est la vérité dans tout ça. Et après, tu prends tes propres décisions, mais nous, on ne peut pas malheureusement te dire achète de l'Ethereum aujourd'hui, demain, dans un mois, vends, etc. Ensuite, est-ce que Binance nous changera nos BETH en ETH post-merge? Oui. Voilà. Quel sera l'impact pour la rentabilité des mineurs? Donc, l'impact, forcément, il sera négatif parce que il y aura beaucoup moins de monde en fait qui va utiliser la blockchain Ethereum, le fork potentiel d'Ethereum en proof of work. Donc, il y aura un impact assez négatif et voilà, ça ne sera pas un mauvais impact pour les mineurs. Ensuite, récupérera-t-on bien un ETH pour un BETH? Oui. OK. Quand est-ce que nos BETH seront reconvertis en ETH SVP? Alors, les BETH, vous allez pouvoir les échanger contre des ETH après le merge. Voilà. Okay. Ensuite, quelle est la portion des mineurs entre Ethereum et les autres? J'avoue que là, j'aurais besoin d'un peu plus de détails sur la question, mais par rapport à Bitcoin, en tout cas, c'est une très petite… il y a beaucoup moins de mineurs sur Ethereum que sur Bitcoin. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les ordinateurs utilisés pour miner des Ethers aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes que pour miner des Bitcoins. Donc, en fait, il y aura aussi pas mal de gens qui se retrouveront avec justement leur ferme de minage d'Ether et qui ne pourront pas forcément recycler leur matériel. Ensuite, il se passe quoi si j'achète un ETH aujourd'hui? Alors, tu auras un ETH dans ton portfolio. Voilà. Et tu auras un ETH après The Merge. Quel est l'intérêt de garder l'ancienne version?
Alors, l'intérêt, c'est juste, en fait, il y a des gens qui préfèrent, qui trouvent que le proof of work est mieux. J'avais donné quelques détails. Il y en a qui disent, bah, en fait, le proof of work, c'est mieux au niveau de la décentralisation. Il y a certains points qui disent que oui, le proof of work, c'est mieux pour être décentralisé. Mais il y a d'autres points aussi qui sont en faveur du proof of stake pour justement être davantage décentralisé. Donc, en fait, voilà, c'est juste, c'est un peu comme si on dit, bah, politiquement, est-ce que tu es de droite, est-ce que tu es de gauche? Voilà, il y a des gens pour, contre. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer ou pas en 30 secondes pourquoi est-ce que ce serait plus intéressant Proof of Work, enfin, ça serait plus décentralisé Proof of Work que Proof of Stake ou pas? Ouais. Alors en fait, donc le proof of work, donc il y a des mineurs et les mineurs, voilà, on va dire, par exemple dans le cas de Bitcoin, il y a 15 000 mineurs et dans le proof of stake, c'est des validateurs qui vont recevoir des intérêts sur leur crypto. Donc en fait, ça veut dire que plus ils ont d'intérêts, plus ils vont avoir des terres et plus ils auront une part importante dans le réseau Ethereum. Donc en fait, la peur des gens et ceux qui sont contre le proof of stake, c'est qu'ils disent bah ouais, mais il y a des gens qui vont juste accumuler énormément d'Ethers, qui vont s'enrichir en stakant leurs Ethers et ils vont prendre le contrôle du réseau et ça sera moins décentralisé. Mais après, il y a des contre-arguments justement avec le sharding de dire bah ouais, mais si tout le monde peut faire tourner un client Ethereum sur son téléphone mobile, bah, ça va décentraliser énormément le réseau. Et donc, peut-être que sur le court terme, ça peut avoir cet impact légèrement centralisateur. Mais en fait, le but, c'est d'être beaucoup, beaucoup plus décentralisé dans le futur. Donc voilà, c'est toujours, en fait, Proof of Work ou Proof of Stake, c'est un peu cette notion de centralisation, décentralisation. Et en passant, Léo, j'ai lu la question d'une manière un peu différente. C'est quel est l'intérêt de garder l'ancienne version? Ouais. C'est donc là, toi, tu as répondu en disant l'ancienne version de la blockchain. Ouais. Mais je pense peut-être que l'utilisateur, il voulait dire l'ancienne version de la crypto. Donc ça, c'est Ouais. vraiment le but du live, c'est vraiment de vous faire comprendre, il n'y a pas d'ancienne version de la crypto. C'est-à-dire qu'en gros, la crypto que vous avez dans votre portefeuille, elle va rester la même crypto après le merge, en fait. C'est juste que la blockchain sur laquelle elle est aura changé, mais en fait, c'est la même crypto, en fait. Donc, il y aura pas de token différent du token d'avant. Okay. Et autre question, donc il dit donc fork et ETH 2.0 dans notre wallet Binance et autres. Je pense qu'il voulait dire, est-ce que on va récupérer les cryptos des forks dans notre wallet Binance après le merge? Donc, tu as répondu, ouais. J'ai répondu, donc la réponse, c'est s'il est listé, vous récupérez. S'il n'est pas listé, vous récupérerez aussi, mais vous devrez le retirer sur d'autres wallets qui supporteront ce fork, par exemple. Ouais, donc la prochaine question, donc on aura 2 versions d'ETH dans notre wallet. Donc oui, c'est le cas. S'il y a un fork. S'il y a un fork. Et qu'il est listé sur Binance. C'est ça. Ensuite, est-ce que le coût de l'Ether peut radicalement changer après? Donc ça, personne ne peut savoir en fait. C'est le marché. Voilà. Mais il est possible qu'il y ait de fortes périodes de volatilité. Donc, il faut se préparer à cette idée aussi, à la hausse, à la baisse. C'est ça. Les ETC disparaissent? Alors non, les Ethereum classiques ne vont pas disparaître. Ils vont continuer comme depuis 2016. Ensuite, quel est le montant à staker pour miner en POS? Donc, le montant à staker pour valider les transactions en Proof of Stake, c'est 32. Quand on veut avoir un full node, voilà, et finalement faire être un node Ethereum, mais le montant, si on veut juste, par exemple, staker via Binance, il n'y a pas de montant minimum en fait. À moins qu'il y en ait un et que tu me le dises, mais je pense pas quoi. Il n'y en a pas. Non. Si ça échoue, on perd nos BETH. Donc, non. Je te laisse peut-être ajouter quelque chose, mais… Si ça échoue, ça veut dire quoi si ça échoue? Si la blockchain Ether n'existe plus post-merge? Je sais pas. La question n'est pas hyper précise, donc je ne peux pas passer. Ok. Est-ce que Binance va sécuriser nos ETH en cas de problème? Est-ce que Binance va sécuriser nos ETH? Qu'est-ce qu'il veut dire par sécuriser? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un problème, Binance vous aidera toujours. On a aussi le fonds Seifu qui aide s'il y a un problème. Après,
sécuriser vos ETH en cas de problème. Vous allez toujours avoir vos ETH sur Binance après The Merge. Et qu'est-ce qui pourrait être un problème, Léo, dans The Merge? Qu'est-ce qui pourrait être vu un problème comme par l'utilisateur, par exemple? Pour moi, il n'y aura pas de problème. Le seul problème, c'est si… non, je pense qu'enfin, les ETH, le truc, c'est que s'il y a un bug, entre guillemets, ça peut faire baisser la valeur de l'Ether, mais ils seront toujours là, quoi. Il n'y aura pas de… il y aura pas de problème. Potentielle volatilité, mais les Ethers seront bien là, quoi. Après, voilà, je suis pas dev, donc je connais pas les aspects précis techniques, mais c'est ce que je dirais. Nos BETH seront également bloqués jusqu'à la mise à jour suivante. Ils seront bloqués jusqu'à la mise à jour Shanghai, où vous pourrez récupérer vos Ethereum. Vous pourrez échanger vos BETH, vos Binance ETH contre des ETH. Et après cette mise à jour, qui s'appelle Shanghai, qui est dans 6 mois apparemment, c'est toujours des retards, des retards de l'équipe Ethereum. Mais à ce moment-là, oui, vous pourrez retirer vos BETH en les échangeant contre des ETH et en les échangeant contre la crypto que vous voulez. En les déstéquant. Ok. Donc après peut-être next question. Est-ce que ça va jouer? Ouais, bah attends, prends-la, vas-y. Pourquoi choisir Ether pour les transactions vu la concurrence? Alors ça, Est-ce que tu veux essayer de répondre à celle-là, Léo? Alors en fait, c'est que le réseau Ethereum, c'est le réseau le plus sécurisé et c'est le réseau qui a le plus grand écosystème, qu'il soit au niveau des NFT, de la DeFi, enfin tout ce qui se passe en fait d'innovant, etc. Et pour la plupart sur Ethereum. Donc c'est juste un réseau qui a un écosystème immense. Et tu vois, c'est tout bête, mais si tu veux par exemple acheter un NFT, je sais pas, un Doodle, un Bored Ape ou je sais pas, un Azuki, voilà, bah, tu peux pas l'acheter sur Solana, tu peux pas l'acheter sur je sais pas moi, Tezos, etc. Donc en fait, c'est pour l'écosystème. Et pour, je pense, le fait que le réseau a le plus d'ancienneté possible et qu'il est extrêmement sécurisé. On va prendre encore 2 questions, Léo. J'en ai une. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est le BETH? Donc, le BETH, c'est une version tokenisée d'un ETH, en fait. Binance utilise ça pour en fait, mettre vos ETH en staking à votre place, entre guillemets, en utilisant les nodes de Binance, ce qui vous permet de récupérer 4% d'intérêt en ETH annualisé. Est-ce que tu veux prendre une dernière question, Léo, peut-être? Ouais, peut-être une dernière. Quel impact sur l'univers des cryptos en général? Je pense que s'il y a un impact, il est positif parce que ça donne beaucoup justement d'espoir sur le fait qu'on peut avoir des mises à niveau qui sont quand même techniquement très difficiles à faire. Et je pense que ça, pour moi, il y aura on va dire plus de confiance qui sera apportée à l'univers des cryptos de manière générale du fait que Ethereum, qui est la deuxième plus grosse blockchain, réussisse ce parti technologique. Ok. Est-ce que tu vois d'autres questions? On est bon. On a répondu à 20 questions presque. Merci pour votre curiosité et votre intérêt. C'est top. J'espère qu'on a essayé de simplifier au maximum les choses, que vous repartez du live avec déjà en sachant que CoinStation existe, que en fait CoinStation fait aussi ça pour tous les projets, tout ce qui se passe sur le monde de la blockchain. Donc vraiment, je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est très intéressant, c'est hyper carré. Donc c'est vu et aimé par Binance. Merci beaucoup d'avoir été là, Léo, avec nous. Super clair, très intéressant et carré. Moi, ça m'a fait super plaisir et cette invitation. Et merci aussi à tous d'avoir suivi ce live. C'est pas forcément toujours simple de comprendre tous ces termes techniques et tout. Donc, si vous êtes toujours là avec nous et que vous êtes accrochés pendant ces 55 minutes, ben voilà. Merci beaucoup et bravo pour votre assiduité. Et voilà, et si vous êtes arrivé un petit peu en retard ou que vous voulez revoir le live, parce que si vous avez des questions, on va reposter la rediffusion du live, le replay, sur nos réseaux dans quelques heures. Donc, merci à tous. Ouais, merci beaucoup. Et à la prochaine. Ouais, merci Léo. Ouais. Ciao, ciao.